C'était un homme qui était extrêmement courtois et qui te faisait comprendre tout le temps que c'était toi la personne importante. Argendé, c'est un leader qui est conséquent, qui est indiscutable, Argendé, c'est une éthique, c'est une morale aussi. En una palabra, es toda la estructura política del mundo. C'était une personnalité très forte, avec des idées très claires, mais une compréhension de la réalité sociale chilienne assez importante. Allende, ce n'était pas des réformes, c'était un programme. Il n'a pas fait des réformes, il a transformé les choses. Allende, il n'était pas un idéologue, loin de là. C'était un très mauvais orateur, et idéologue, rien du tout. Il avait le respect de l'opposition. Il n'était pas un héros. Allende n'était pas comment s'appelle, comme héros américains qui sont karatékas. Mais non, voyons, il y a Allende le dirigeant, Allende le meneur d'étudiants, Allende le médecin, ministre de la Santé du premier gouvernement du Front populaire en 1936 du président Pedro Aguirre Cerda, Allende le démocrate, Allende l'homme d'État. Allende, elle vit dans une époque, c'était une époque de la jeunesse planétaire, non? Allende, malgré que c'était un homme qui était plus âgé que la jeunesse chilienne, était suivi par une grande partie de la jeunesse. Parce que c'était un symbole de, même qu'on peut parler de mai 68, non? Et le mai 68, ce n'est pas passé seulement en Paris ou en France, ça passait dans le monde entier. C'était John Lennon en États-Unis, en New York, contre la guerre de Vietnam. C'est l'époque de Martin Luther King qui est assassiné pour demander le droit aux Noirs à être respectés. C'est l'époque d'Allende en qui ouvre les universités à les ouvriers. Il avait une époque en laquelle la phrase du Che, il faut être réaliste, il faut exiger l'impossible, était quelque chose qu'on faisait. Je me rappelle parfaitement que nous on a participé à un trajet du train de la culture au nord du pays. C'est-à-dire, c'était un train qui, dans le nord du pays, marchait à 10 km à l'heure. Un candidat, tu vois, un député socialiste, et le secrétaire général du Parti communiste, le secrétaire général de la gauche chrétienne, chauffeur de salle, parce qu'on va gagner, c'est le meeting, c'est le triomphe, c'est le peuple, etc. Et maintenant avec vous, le groupe Inti Mani qui chantait. Après, maintenant avec vous, les Kilabayou qui chantait. Nous chantions évidemment les tubes de l'époque, les chansons que tout le monde voulait écouter. Venceremos, venceremos, el pueblo unido jamás será vencido. La batea, mírala, tout le monde, tu vois. J'étais plein d'enthousiasme. Je suis arrivé un jour, 24 heures avant des élections.
Et c'était un moment très beau, un très beau moment de voir les gens partout avec des grands sourires dans la rue, les espoirs, un espoir d'une société différente que Salvador Allende nous avait inculqué avec ses discours, avec son comportement, avec toute sa campagne qu'il avait fait, qui nous avait touchés à tous. Il y a une manifestation dont je me rappelle qui était le soir même du jour de l'élection d'Allende. C'est là donc que les étudiants mettent des haut-parleurs vers l'Alameda et qui donnent les résultats, les uns après les autres. On va gagner, des milliers de gens qui arrivent, tu vois. On est en train de chanter, des milliers de personnes et tout. Et à ce moment-là, Allende qui arrive derrière nous, qui monte, et c'est là, tu vois, qu'il est applaudi comme les candidats qui avaient été élus. Je crois que c'était tellement extraordinaire la joie qu'on avait on laissait toutes les peurs à côté. Là, c'était aussi naïveté quand on criait soldado amigo, el pueblo está contigo, non, soldat ami, le peuple est avec toi. Je me rappelle la jovialité d'Allende, tu vois, qui l'étreinte est un peu facile au Chili, hein, qui nous serre la main, qui nous étreint chacun, compañeros, presidente, finalement, tu vois. Et déjà, c'était embrasser le président du Chili, tu vois. On avait tellement d'espoir qui était déversé sur sa personne, tu vois, concentré, c'était tellement emblématique. Et là, donc, il nous dit, et bon, je suis que vous partiez, donc il faudrait que vous sachiez que je vous nomme ambassadeur culturel. Pourquoi? Parce que vous allez représenter le pays à l'étranger. Vous n'allez pas seulement partir comme artiste, non, vous allez partir comme représentant d'un peuple qui commence une nouvelle étape de son histoire. Je vous le dis, camarades. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado luceros que cuando los abro perfecto distingo el negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Et on s'est dit, bon, maintenant les copains, maintenant les choses sérieuses vont commencer. Ça va pas être facile. On s'est fait la réflexion en disant, ça va pas être facile, mais on y va, voilà. Bon, ça c'est une vieille photo qu'on a prise à Los Andes. Mon père était dans la caserne, le chef, commandant de la caserne. Mon père, ma mère, mes frères. Il est mort à 56 ans. Ça, c'est la maison de mes parents. Et là, il a pris le même chemin qu'il prenait tous les jours, tu vois, pour aller à son travail. Il a pris cette rue, Martín de Zamora. Et juste avant d'arriver à une grande rue, à Médico Vespucio, il a été arrêté par plusieurs voitures. Avec une espèce de marteau, ils ont brisé les vitres. Et après, ils se sont rapprochés devant la fenêtre où était mon père. Et là, ils ont tiré. C'était quelque chose d'absolument extraordinaire parce que c'était les premiers crimes politiques. Après un siècle, le Chili avait une vie démocratique. Avec la publication des papiers déclassifiés de la CIA, c'était absolument évident que les États-Unis, par simple, envoyaient des armes la veille de l'attentat, des armes qui ont été reçues à l'ambassade américaine au Chili. Ça, c'est l'attaché naval de l'ambassade qui a déclaré ça d'une façon évidente. Et le fait que les États-Unis a donné de l'argent
à quelques participants à l'attentat, après la mort de mon père. Au Chili, je faisais surtout la peinture à l'huile, mais quand je suis arrivé en France, après le coup d'État, je voulais raconter cette expérience terrible, dramatique. Quand je l'ai fait, je n'ai pas eu une conscience immédiate. Qu'est-ce que ça voulait dire? C'est justement une amie qui a vu ce dessin dans une exposition et qui m'a fait remarquer que mon père est décédé dans une voiture, que l'attentat était dans une voiture. Alors pour moi, c'était justement l'enfermement dans une voiture, c'était important, à côté de tous ces personnages imposants. Les États-Unis ont commencé à préparer le coup d'État contre Allende dès le soir même de l'élection de la victoire d'Allende, le 4 septembre 1970. Alors, ensuite, ça a pris toutes les formes possibles, mais encore une fois, nous avons les révélations de l'ambassadeur des États-Unis au Chili à l'époque, M. Edward Corey, qui explique comment il a été convoqué à la Maison-Blanche par Kissinger et Nixon, qui lui ont dit « il faut écraser ce SOB, c'est-à-dire ce son of a bitch, c'est-à-dire ce fils de pute en anglais. » C'est très cool, hein, 70, 73. Ça a commencé une année avant, ce même climat, avant l'élection, et ça s'est continué après. Et ce climat de tout est possible, on veut changer. Et on a commencé un moment qui a mené à une révolution. Et maintenant, regardez d'ici, quand j'étais au Chili, je ne le voyais pas comme une révolution. Regardez d'ici, je le regarde, c'était une révolution, une véritable révolution. Les nationalisations faisaient partie du programme de l'unité populaire. La fleur essentielle de cette nationalisation, l'emblème, le paradigme, ça a été évidemment la nationalisation du cuivre. Jusqu'alors, le cuivre était entre les mains de compagnies nord-américaines, essentiellement états-uniennes pour être plus précis, la Kennecott, etc. Et il y a des années que la gauche réclamait que le cuivre redevienne chilien. Le cuivre, c'est le salaire de Chili, donc il faut que ce salaire reste au Chili. À l'époque, c'était la seule ressource. Il n'y avait pas d'autres exportations massives. Aujourd'hui, il y en a, ça s'est un peu diversifié, mais les cuivres continuent à être, je dirais, le salaire du Chili. Donc ça, sans aucun doute, c'est donner les moyens de faire ce qu'on devait faire. Industrialiser le pays, financer la santé, financer l'éducation, financer les infrastructures, doter le pays d'une base sur laquelle on puisse aller plus loin. C'est pas par hasard qu'on dit les jours de la dignité nationale. La dignité, c'est la dignité. Ça veut dire on devient digne. On est un peuple qui a eu la capacité de s'organiser, de penser, de réfléchir et de mettre en pratique et s'approprier de sa souveraineté, d'être indépendant et ouvrir un espace, une porte, une fenêtre. On va passer un mur de l'autre côté, dans lequel on va pouvoir définir la société qu'on veut parce que peut-être on aura les moyens. Pendant toute l'année 70 et 71, l'économie chilienne a fort bien marché. Pourquoi? Parce qu'elle ne tournait qu'à un petit régime et le fait d'avoir augmenté les salaires en essayant de bloquer les prix a permis à Allende et à son gouvernement de provoquer un appel d'air de la consommation pour demander aux usines de fabriquer davantage. Et du coup, l'industrie chilienne s'est mise à travailler pratiquement à 100% de ses capacités de production. La réforme agraire, c'était une décision très importante. Je me rappelle du passage de ces lois et surtout quand on entendait les travailleurs s'exprimer avec quelle joie et quelle fierté. Et ils allaient devenir donc propriétaires des terres qu'ils travaillaient depuis des générations.
Et en même temps, comme je te disais aussi, la haine de ces propriétaires qui ne voulaient pas rendre les champs et les cultures et qui préféraient les brûler au moment où le transfert s'est fait. Et cela donc donnait à ces paysans, loin des villes, donc loin d'une culture politique, loin de la culture tout court, la possibilité de prendre conscience de leurs intérêts et des moyens d'intervenir politiquement. Les problèmes des logements étaient affreux. À l'époque, il y a eu ce qu'on appelait la stoma, c'est-à-dire la naissance des populations. C'est-à-dire on prenait des terrains vides sur lesquels il n'y avait rien et on installait des gens qui vivaient les uns sur les autres par des centaines dans des taudis misérables. Il y a un architecte qui a travaillé au ministère du Logement avec nous à l'époque, moi aussi j'en faisais partie du ministère du Logement, qui a fait une analyse qu'il a publiée récemment. Il dit « Jamais, jamais dans l'histoire du Chili, il y a eu autant de logements construits dans une période si courte que pendant les 3 années d'Allende. » Les bénéfices qu'avaient tirés les compagnies privées états-uniennes du cuivre au cours des 16 dernières années avaient été si considérables qu'ils ont été jugés, entre guillemets, comme excessifs. Et à partir de cette notion de bénéfice excessif, Allende, au lieu de indemniser les compagnies comme elles espéraient l'être, a établi que les bénéfices excessifs, ils s'étaient déjà payés sur la bête, en quelque sorte, et que les bénéfices gigantesques tirés pendant les 16 dernières années de l'exploitation jusqu'au moment de la nationalisation, que ces bénéfices étaient suffisants et donc il n'y a pas eu d'indemnisation. Et ça a été, comme on dit en espagnol, sangre en el ojo, c'est-à-dire ça a été ce qui a provoqué l'extraordinaire rage des compagnies américaines et la mauvaise humeur, pour employer un terme tranquille, de la part des États-Unis. Les choses les plus basiques étaient compliquées. On nous faisait perdre beaucoup de temps à nous nourrir, à trouver des magasins. Il y avait tout qui manquait, absolument tout. Parce que tout à coup, le sucre, l'huile, la viande, c'était introuvable. Et bien sûr, ça frappait tout le monde. Et malgré cela, les gens quand même comprenaient très bien qu'il y avait là un complot. Il y avait une action politique. Que c'était politique. Et que même si on devait manquer d'huile, de sucre et d'autres denrées, que tenir bon avait un sens. Quelquefois, je me souviens de m'avoir engueulé avec quelqu'un en disant que c'était pas la faute au gouvernement qu'il y a eu de tout l'acquis que nous faisons, le manque de provisions, c'était pas la faute au gouvernement, que c'était la faute à la droite qui faisait tout ça pour faire tomber justement le gouvernement. Voilà, de la droite, je dirais surtout de Nixon, puisque Nixon, il l'a dit pratiquement publiquement, aujourd'hui c'est connu dans les archives américaines, qu'il avait dit, on va leur refuser tout, l'eau et le pain, et le sel, ils vont crever de faim. Et c'est ce qu'ils ont fait. La droite chilienne a organisé la pénurie, mais là c'était la pénurie totale de tout. Moi j'étais, par ma profession, liée à des chantiers, on n'avait pas de clous. Il y avait 2 usines de clous au Chili, il n'y avait pas de clous. Mais pourquoi? Parce que la production était stockée sans faire la distribution. Mais comme ça, c'était avec de la farine, avec tout. Ils savaient organiser un système de marché noir pour effectivement mettre en échec les gouvernements de l'unité populaire. D'où la naissance des JAP, des Juntas de Abastecimiento Popular, pour essayer de contourner les problèmes du marché noir. Les JAP en question, c'était des assemblées populaires par quartier qui recevaient directement par camion
les produits essentiels et qui s'était organisé pour les distribuer à l'échelle du quartier d'une manière la plus équitable possible et en évitant tout surprix, tout prix excessif qui aurait été considéré comme du marché noir, ce qui était vendu à un prix tout à fait raisonnable et moins cher que dans les grandes surfaces même. On a vécu une illusion et on avait le droit de vivre cela. Et on aurait bien aimé pousser cette illusion plus loin, la pousser jusqu'au concret, mais il y a eu le coup d'État. Il y a une collègue qui m'a téléphoné en me disant « Patricia, ne viens pas travailler ». J'ai dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Myriam me dit « La Moneda, il est entouré de tanks ». Là, c'était quand l'aviation a commencé à attaquer, ça c'est en plein bombardement. C'était incroyable, moi-même, je n'arrivais pas à croire que les militaires arrivaient à faire ça. Attaquer le palais de la Moneda, où il y avait un gouvernement élu démocratiquement. Ils lui ont demandé de se rendre, de démissionner. Mais sa réponse c'est toujours non. Ça c'était assis à la Moneda dans le fauteuil présidentiel. L'espoir il a eu toujours jusqu'à qu'il a reçu la nouvelle que Pinochet était pour le coup d'État. Là-bas, il a tout compris. Dans ce moment, il n'avait que s'organiser pour résister. S'il y aurait eu des armes, on aurait beaucoup plus de morts. Et je ne sais pas si on n'était pas capable, nous, de défendre la République. Hein. L'unité populaire n'a jamais accepté l'hypothèse qu'il faudrait s'armer, c'est-à-dire donner des armes au peuple pour défendre le régime d'unité populaire. C'est des affiches. Et moi, je sortirai les dernières. On a parti devant, elle est restée là. Et bon, allez, il fait passer tout le monde allait, qui avance, mais lui, il restait dans son point. Ils nous sont mis par terre, moi je dois être par là. Et dans ce moment, il y a un des militaires qui a proposé, qui a demandé au général Palacio s'il autorisait de passer son char par-dessus nous, sur notre tête. Sur notre tête, hein. Il était juste devant. C'est-à-dire que pour nous, on entendait des choses, mais on ne va pas croire. Moi, personnellement, je ne crois pas qu'il va faire ça. Mais ils l'auront fait parce que c'est après qu'on s'est aperçu qu'il était vraiment décidé, surtout à nous, et ils voulaient nous éliminer carrément. Tout était déjà préparé à l'avance. C'est pas pour. Il y a eu peut-être quelque chose parce que dans ce moment, je crois qu'il a été appelé le général Palacio. C'est pour ça peut-être il n'a pas eu le temps de donner l'ordre. Allende, par son suicide, a marqué, si vous voulez, la force démocratique de la Constitution chilienne. Il faut, dans une certaine mesure, si vous voulez, saluer le courage d'Allende qui est sorti de l'histoire par la grande porte, en quelque sorte, en se suicidant de cette manière. J'ai un reproche que j'ai gardé dans mon cœur longtemps avec Allende.
ne veut pas accepter qu'Allende serait suicidé. Qu'aurait été tué pour les balles de l'armée, ou pour une tête, pourquoi pas. Mais se suicider et laisser la moitié du pays dans la situation qu'il était, parce que je suis sûr que si lui aurait demandé à des ambassadeurs qui viennent de chercher et partir dans l'exil, cette dictature n'aurait duré pas trop moins. Allende, il a été prisonnier de sa légalité, bien sûr, et il y a une formule espagnole très, très imagée, mais très juste en même temps, qui explique bien ça. On dit « il murió en su ley », il est mort dans sa loi. Il est mort dans sa loi parce qu'il est mort dans la légalité, enfin, il n'a pas enfreint la légalité, mais il est mort dans sa loi. En espagnol, ça veut dire aussi il est mort comme il a vécu, c'est-à-dire il est mort selon l'esprit et la ligne qu'il s'était tracée, selon l'esprit qu'il avait déclaré dès le début comme président, comme leader socialiste et comme président du Chili ensuite. Et le monde regardait cette expérience de tout, mais Allende et le gouvernement d'Allende étaient seuls. Tout le monde était dans l'émotion, dans l'affectif, avec le peuple chilien et avec Allende, mais dans les faits et face au problème, Allende était seul. Les gens au Chili, les travailleurs, comme on dit, les classes moyennes, les intellectuels, ont vécu cette période comme une période d'exaltation. Et c'est cette exaltation, en fait, qui est la clé de la période. Les conquêtes matérielles ou les conquêtes politiques, elles ne sont pas très importantes, en fait. Elles sont toutes restées en projet. Mais ce qu'on a conquis, c'est ça. C'est de réunir ce désir des changements, ce désir d'améliorer la vie, enfin c'est la vieille tradition révolutionnaire, hein, depuis la Révolution française, de conquérir le bonheur. Ça, c'est incarné dans la figure d'Allende. Allende n'était pas un saint. Allende était un homme avec d'énormes capacités, un charisme extraordinaire, mais qui avait ses limitations comme tout le monde, et qui ne souhaitait qu'être, comment dire, le porte-parole collectif d'un grand rêve national. C'est ça l'essentiel. Et qui n'a jamais oublié qu'il fallait faire confiance à ceux qui lui avaient fait confiance, justement. Autrement dit, je suis là parce qu'ils m'ont mis là, et je dois être digne de cette confiance. Et Allende est devenu un idéal. Un idéal devant lequel on ne peut pas être d'accord. Parce qu'il ne se résume pas à des mesures concrètes, à des prises de position comme ça, noir sur blanc. C'est un idéal, c'est un souhait, c'est un désir, c'est une volonté. Déjà, il faut comprendre un truc. Allende, il est très présent aujourd'hui dans l'histoire politique contemporaine. Aujourd'hui, il est présent en Bolivie, il est présent au Venezuela. Il y a une ouverture politique qui rentre aujourd'hui avec les dogmatismes staliniens. Et ça, c'est dans l'idée de la projection de ce qu'il y a au futur. Dans un projet politique, il faut tout le monde. Même ceux qui ne sont pas d'accord avec toi parce que tu es à penser. Même s'il est de droite, il faut qu'il soit là parce qu'il t'aide à penser. Il t'aide à te dépasser. Parce qu'on ne peut pas s'endormir. Jamais, on ne peut jamais s'endormir. Tout est éphémère. Tout change. C'est écrit dans les pensées de Marx quelque part. C'est l'ouverture d'esprit d'Allende qui prime. La réussite de faire la politique large, d'ouvrir l'éventail, jamais les fermer. On essaye de l'enfermer, mais lui ne veut pas s'enfermer. Il essaie de s'ouvrir tout le temps. Et tu vois comment Allende il est là, qui sait s'ouvrir. Allende, il a un élan de force et d'amour qui existe encore. Parce qu'à quelle époque, nous, on avait 20 ans, maintenant on a 60 ans, et on continue à être fidèle
a cet Allende. Se fue tu cuerpo a la extensión del sueño, mientras tu sombra caminaba a tu encuentro, y poco a poco te alejaste de ti mismo hacia el recinto del amor definitivo. El tiempo no se pierde con tu tiempo, a pesar de la invariable dispersión en tu distancia, pero aprende la certeza que en toda lontananza la historia pertenece a tu destino. Se siente, amanece, Allende, se siente, amanece.